Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal, on est là pour une nouvelle vidéo sur Lorcana. Aujourd'hui on est là pour faire une bonne grosse vidéo sur Aulnay. Je sais pas combien de temps je vais prendre pour faire cette vidéo, mais j'ai pas mal de choses à vous dire et des petits trucs sympathiques à vous montrer. Aulnay, qu'est-ce qui s'est passé? Donc dans la ville d'Aulnay-sous-Bois, il y avait un tournoi de ludo-trotteur Aulnay. Un tournoi d'environ 290-300 personnes à la base. Avec les désistements, on est tombé aux alentours de 280. Je sais qu'on a eu 278 decklists, qu'on a fait les analyses. Je sais pas combien de joueurs il y avait au total, j'ai pas regardé, j'avoue. Il faudra que je regarde sur mes listes, j'aurais peut-être dû faire ça avant la vidéo, mais j'avoue, j'ai pas pensé. Mais donc voilà, environ 290 joueurs, ce qui en fait le plus gros tournoi physique au monde, parce qu'il y a eu un tournoi de 297 joueurs sur Pixelborn il y a une ou deux semaines de ça. Donc, gros tournoi sur une grosse journée, on y reviendra, vous inquiétez pas, je sais que vous avez tous hâte de lire ça, mais voilà, je suis là pour vous faire un petit retour, surtout avec beaucoup plus de sommeil récemment. J'ai dormi 11 jours entre jeudi et dimanche, j'étais vraiment en PLS total le dimanche. Je devais dormir dans le train, mon train de 5 heures, et au final, le train de 5 heures, j'ai pas du tout pu dormir dedans. J'ai regardé WrestleMania nuit 1 en PLS total, et j'ai, entre la fatigue et le début de crève, maladie et tout, etc., même dû poser ma journée malheureusement aujourd'hui, parce que vraiment j'étais en PLS total. Mais on va avoir un peu de temps du coup pour pouvoir vous faire cette vidéo et vous parler de tout ça. Alors, avant tout, évidemment, énorme remerciement à tous les gens sur le live. Je crois que le record de viewers simultanés c'était 375. J'ai vu qu'il y avait les différentes parties du tournoi, parce qu'on a eu des petits problèmes de crash, mais les différentes parties du tournoi qui avaient déjà été vues plus de 2000 ou 3000 fois. Enfin bref, des chiffres ahurissants. Vraiment, merci à tous. C'était super cool de tous vous avoir. Le chat super réactif. Il y avait plein de monde qui passait, qui parlait. C'est trop bien. De toute façon, vous le savez. Quand on fait du live, clairement, on est là pour l'interaction avec les gens du chat. Et donc, c'est trop cool de vous voir tous aussi présents à soutenir ce genre d'événement et à soutenir les casteurs. Donc, immense merci. Et vu qu'on parle de casteurs, super transition. Du coup, énorme merci, bien sûr, à Maxi. Maxi, vous pouvez suivre sur Twitter ou sur Twitch d'ailleurs. Je mettrai les liens évidemment en description de cette vidéo pour que vous ayez le follow partout et même claquer des bons gros subs sur sa chaîne Twitch. Allez-y, franchement, vous l'avez fait pour moi. Faites-le aussi pour lui, c'est vraiment trop cool de sa part d'avoir casté pendant 14 heures de live avec moi hier. On était bien en PLS à la fin. Vous l'avez vu en live, les cerveaux avaient fondu. Merci aux gens sur place et aux orgas, aux gens sur place parce que vous avez été adorables, vous avez été trop cool. Il y a des gens qui sont venus me voir, qui sont venus me parler. J'ai pu rencontrer pas mal de personnes que j'avais encore jamais rencontrées. Bah, du genre par exemple Rofelos avec qui on a papoté un peu, Jérôme en live, Sandy, etc. Donc pas mal de gens avec qui on a pu parler, pas mal de gens qui voulaient venir me parler aussi, prendre des photos et tout, donc c'est toujours aussi cool. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Ça fait très plaisir de voir que le contenu plaît et que du coup ça vous plaît et que du coup bah, vous venez nous voir ensuite pour nous dire que ça vous plaît. Bref, c'est que de la bonne énergie, c'est que de la bienveillance et c'est tout ce que je recherche de toute façon dans ce genre d'événement en général. Alors, parlons un peu justement de l'organisation du tournoi. On va commencer par les points négatifs que j'ai vus en ligne et sur lesquels je vais revenir en partie. Pour commencer, 14 heures c'est long. Alors très clairement, c'est long. Et très clairement, dans un monde idéal, je préfère des tournois en 2 jours. Cependant, avoir un tournoi en 2 jours implique de devoir avoir une salle pour 2 jours, donc ça double le prix, ça implique de devoir avoir des gens qui viennent sur ton tournoi pour plus de jours. Potentiellement, ces gens, bah, tu les payes à la base pour qu'ils viennent, ou tu défrais des trucs, etc. Tu les défrais de l'hôtel en plus, bref, c'est aussi compliqué au niveau de l'argent. Et au bout d'un moment, bah, cet argent, soit la boutique est prête à faire des tournois à perte. Je vous promets qu'il y a peu de boutiques qui vont le faire et c'est normal. Une boutique, au bout d'un moment, il faut qu'elle survive, il faut qu'elle vive quand elle fait ce genre d'événements. C'est quand même en partie aussi pour faire de la pub pour le produit, pour que les gens les achètent chez eux, mais aussi tout simplement bah, récupérer un peu de bénéfices, tout à fait normal. Au bout d'un moment, c'est une opération commerciale. Et à côté de ça, j'ai perdu mon fil parce que je suis très fatigué. Ça va être une vidéo incroyable. À côté de ça, au niveau de l'orga, l'autre raison pour laquelle le nombre de jours il est limité, on a parlé de la salle, on a parlé du prix, on a parlé du fait de payer les gens. J'avais un autre point, je m'en souviens plus, ça viendra peut-être. Mais donc voilà, idéalement on préfère tous faire en 2 jours. Oui, donc c'est ça, c'est que soit ça y est, ça m'est revenu, soit la boutique, donc elle va faire ça à perte et du coup non, soit la boutique, elle va augmenter les prix des billets sans forcément augmenter les pricing, les prix de participation, les choses et tout. Et donc du coup, bah évidemment, ça coûte plus cher, ce qui est compliqué. Et de mon point de vue, bah, je préfère que les billets des tournois soient les moins chers possibles pour que le plus de gens possible puissent y participer, quitte à faire des très longs tournois. Parce que le tournoi de 14 heures, c'est très long, surtout pour les gens qui vont en top. Mais eux, ils ont des prix de ouf. Donc, bah oui, c'est très long pour vous,
Mais en même temps, vous récupérez plein de choses, donc c'est vachement cool au final. Alors que pour l'autre grosse majorité des gens, bah en fait, le tournoi il fera pas 14 heures, il fera beaucoup moins parce que les gens vont partir au fur et à mesure du tournoi. Et ce qui est normal, de toute façon, une fois que des fois il n'y a plus d'événements à faire ou il y a plus de choses, bah, tu pars du tournoi, tu regardes le stream à la maison ou tu fais autre chose, c'est complètement normal. Donc, de mon point de vue, je préfère que le prix des billets reste le plus bas possible afin d'attirer le plus de gens possible. Et si on doit avoir un tournoi un seul jour et 14 heures, bah écoutez, c'est surtout l'orga, les judges et au pire les plus gros joueurs qui vont trinquer. Mais les judges et les orgas et les casters, bah eux, bah, ils sont là pour ça. Et les plus gros joueurs, bah oui, ils trinquent, c'est dur, c'est difficile. Vraiment, je le reconnais, hein, j'ai déjà fait des gros tournois et c'est vraiment compliqué. Mais en même temps, bah, t'as des super prix derrière. Donc franchement, bah, c'est super rentable quand même. Au niveau des petits... oui, autre chose que j'ai vu sur internet qui est un peu fausse aussi, les gens qui disent ouais mais ils avaient 128 mais du coup ils sont passés à 256. En fait les orgas ils voulaient faire un tournoi de 300 joueurs dès le début, c'est-à-dire que quand ils ont réservé la salle, ils ont réservé la salle pour 300 joueurs place assise. Pour les orgas, on sait de quoi on parle quand on parle de place assise. Pour les gens qui étaient, pour les gens qui étaient de la team orga judge le soir d'avant à mettre en place la salle, ouais, 300 places assises. Hein. Donc, il y a quelques complications le soir d'avant, je vous assure qu'on n'était pas serein. Mais donc voilà, dès le début, ils voulaient faire 300 joueurs, c'est juste que si jamais il n'y avait pas assez de joueurs, bah, ils préféraient mettre d'abord 128 places pour encourager les joueurs à venir, puis tu mets 256 si jamais c'est rempli, et ainsi de suite. C'est une opération, c'est une façon de faire qui est tout à fait logique. Mais voilà, dès le début, ils avaient prévu 256, 290, tout ça. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Heureusement, oh là là, alors je sais pas pourquoi, mais eh ben écoutez, merci beaucoup à Acolon pour le follow. J'étais pas prêt. En fait, je suis en train de streamer, enfin de faire mon recording sur Streamlabs OBS, et du coup il y a le petit son du follow qui est arrivé, mais heureusement j'ai vérifié tout de suite, mais vous l'avez pas entendu parce que j'ai pas mis le son de mon PC par réflexe, et j'ai bien fait. Donc j'ai coupé le son pour moi aussi pour plus que ça me dérange, mais voilà les petits follow sur la chaîne qui tombent alors que t'enregistres la VOD, c'est toujours rigolo. Bref. Au niveau de l'organe, dernier point négatif, la file d'attente aux toilettes, c'est compliqué. Bon, bah ça, c'est la salle. Hein. La salle, elle a deux toilettes, 300 joueurs. Bah oui, forcément, c'est compliqué. Ça, je le reconnais complètement. C'est vraiment un gros défaut. Après, il faut voir les salles qui sont dispo, les prix que ça coûte, etc. Surtout qu'on rappelle, c'était donc sur Aulnay-sur-le-Bois, donc juste à côté de Paris. Quand je vois les prix des salles sur Lyon et à quel point c'est compliqué de faire des événements de 200 personnes, j'ose même pas imaginer le prix que ça coûte à Paris. Ou dans les villes alentours, bien évidemment. Donc la file d'attente aux toilettes c'est compliqué, clairement, on en a fait les frais avec Maxi parce que vous encore, quand vous avez fini votre partie, bah, vous pouvez aller aux toilettes. Bah nous quand on finit une partie, on fait une interview et quand on a fini une interview, en général, il reste pas beaucoup de temps avant que ça se relance et c'est le moment où il y avait tous les jours aux toilettes. Donc franchement pour nous c'était assez compliqué. Surtout la première bouteille d'eau elle était difficile avec Maxi, hein. Je pense qu'il confirmera clairement dans les commentaires de la vidéo. Donc voilà, pour moi ce sont les défauts principaux, mais en même temps, comme j'ai dit, il y avait des raisons à ces défauts. À côté de ça, il y avait vraiment énormément de points positifs sur cet événement par rapport à beaucoup d'autres que j'ai fait dans ma vie. Déjà, événement incroyablement réglo sur les timings et les horaires. Je veux dire, vraiment, l'arrivée, comment dire, le check-in des joueurs a été d'une rapidité, d'une fluidité que j'ai jamais vue. À 9 heures. Tout était prêt, même avant 9 heures en fait. Les derniers arrivants, quand ils sont arrivés, tout était prêt. Il n'y a pas eu de file d'attente, il n'y a pas eu de gestion. Tu mettais pas 3 heures à arriver à un endroit pour qu'on rentre ton nom et tout. Ça, rien que ça, c'était super cool à ce niveau-là. Et durant tout le long du tournoi, il y avait une fluidité incroyable. Tout s'enchaînait bien. Il y avait toujours des petites pauses parce qu'il y avait au moins le petit moment tombola où, du coup, ça aussi, grosse bonne idée. Mais des petites tombolas pour les joueurs qui étaient encore dans le tournoi, qui étaient restés, qui n'avaient pas de drop, pour essayer de gagner des petits goodies, des petits lots en plus. Ça, c'était très sympa. Donc, plein de choses cool de manière générale dans le tournoi à ce niveau-là. Il y avait plein de choses à côté du tournoi aussi qui étaient présentes. Par exemple, le fait qu'il y avait CCC Grading qui pouvait grader vos cartes. Il y a des joueurs qui ont même récupéré leurs cartes durant le tournoi, d'autres qu'on a déposées durant le tournoi. Il y avait des boutiques de goodies Disney et tout, des trucs un peu officiels. Il y avait des illustrateurs et illustratrices qui étaient présents sur place pour pouvoir signer vos cartes dédicacées, etc. Donc ça aussi, c'était très très cool. J'aime bien le fait que contrairement à d'autres jeux où il y a juste le gros tournoi, j'aime bien ce genre de tournoi, il y a des petites choses à faire à côté, comme ça si jamais il y a des gens qui viennent en famille ou accompagnés, ou si la famille veut venir un petit moment sur le tournoi pour voir à quoi ça ressemble, dire bonjour au papa ou à la maman qui joue et ensuite partir, eh bien il y a quand même deux trois petits trucs à faire à côté. Pareil, autre super bonne idée, à partir d'un certain nombre de rondes, et pour les tops, les joueurs avaient la possibilité de faire des side events, des parties de scellés supplémentaires, dans lesquelles, bah, évidemment, il pouvait y avoir des boosters, mais aussi, derrière, il y avait des lots à gagner pour les meilleurs, des scellés, etc. Ça, c'est une super bonne idée, parce que du coup, si jamais ton tournoi est fini et que tu veux drop, bah tu peux, mais tu as quand même des choses à faire à côté, tu as quand même des petits matchs à faire en plus. Bref, je trouve cette attention particulièrement très très cool. Et à côté de ça, au niveau du pricing, c'était complètement ok, avec un lot de participation juste de base, tu avais des boosters et tout, donc voilà, rien que ça c'est super cool, et d'ailleurs des lots à partir du top 32, etc., ça aussi c'est très très bien. Certains joueurs qui sont pleins du fait qu'il n'y avait pas de lot en top 64,
la plupart des gens que j'ai vu faire ça, c'était quand même des gens qui étaient entre 32 et 64, hein, parce que à mon avis, s'ils étaient au-dessus de 32 ou en dessous de 64, ils auraient peut-être pas autant râlé. Mais, mais ça, mis à part, c'est vrai que c'est potentiellement un peu dommage, mais pas besoin de récompenser aussi loin quand tu as un top 16, récompenser le top 32, comme ça met un peu d'intérêt aux joueurs de faire leur dernière ronde et de pas drop. Bah, je trouve ça quand même assez cool en soi. Donc voilà, par rapport au tournoi. À côté de ça aussi, il y a d'autres petits trucs au niveau des règles et du judging. Donc je vais aussi revenir dessus parce que j'ai vu des gens en parler. Donc, au niveau des choses, au niveau du règlement, comment ils ont fait les choses. Il n'y a pas eu de time affiché, c'est vrai. Bon, déjà de 1, il faut avoir le matos, il faut avoir un grand écran, un truc comme ça pour afficher la time. Si jamais ils l'avaient fait, croyez-moi que déjà, par exemple, durant les tops, ils auraient peut-être affiché le casque parce que c'est un truc qu'on avait peut-être envisagé. Donc bref, ça aurait été cool de le faire de base. Mais à côté de ça, pas de time, c'est un choix des head judge que je comprends. Pour moi, les deux arguments se valent. Les head judge, en fait, leur point de vue, c'est que si jamais on met une time, en fait, ça induit forcément du slow play parce que n'importe qui peut voir combien de temps il reste et donc calculer ses tours en fonction de ça, essayer de jouer de lentement, etc. D'arracher une time, d'arracher une game, d'éviter la time, ce genre de choses-là. Genre, t'es à 1-0, tu vois que la time qui arrive, tu vois que t'es en train de perdre, bah, tu vas jouer plus lentement afin d'éviter d'avoir une troisième game et du coup gagner avec un 1-0, par exemple. Donc, l'avantage, c'est que justement, de la part des judges, j'ai posé les questions et du coup, il y a eu très peu de slow play. Leur plan a plutôt bien marché, dans le sens, en tout cas, qu'il n'y a pas eu beaucoup d'appels de judges pour du slow play, des joueurs qui jouent lentement volontairement. Justement, tu n'as pas la time, tu sais pas où t'en es, donc tu fais le tournoi de la meilleure manière que tu peux. Alors, bah du coup, c'est un choix des judges, j'ai pas de position particulière là-dessus. Pour moi, les deux se valent. J'ai fait des tournois avec time, j'ai fait des tournois sans time maintenant avec eux, donc j'ai pas de problème. Et au pire, si jamais vraiment ça vous gêne, bah vous allez à 10 € acheter une montre Casio pour vos prochains tournois, comme ça, dans tous les cas, qu'il y ait time ou pas time, que la time soit affichée dans votre sens ou dos à vous, bref. Il n'y a pas de souci. Et à savoir quand même pour les gens qui n'étaient pas dans le tournoi que la time était régulièrement rappelée. C'est-à-dire que même nous on l'entendait sur le cast et tout, environ toutes les 10 ou 15 minutes, la time était rappelée par un des head judges. Donc franchement, pas de souci à ce niveau-là. Les gens étaient quand même à peu près au courant d'où on était la partie. Le gros point noir, entre guillemets, qui n'est pas forcément lié au judge, au contraire, c'est les sleeves. Il y a beaucoup eu de problèmes de sleeves, donc des protège-cartes, des gens qui avaient des protège-cartes de couleurs différentes, ou avec des trucs différents dessus, ou alors qui étaient marqués bizarrement. Donc, par rapport à ça, je vais faire un petit truc là, c'est que là maintenant, je vous conseille d'aller voir dans la description. Il y aura en lien, le premier lien tout en haut, peut-être Maxi, je sais pas, je sais pas comment je vais faire, mais bref, dans les premiers liens, il y aura un lien vers ma vidéo des 10 conseils pour les tournois. Je recommande vraiment très vivement à n'importe qui de regarder cette vidéo. Vraiment, je suis sincère, j'ai vraiment fait cette vidéo à l'époque pour Octogone, et j'ai vraiment fait cette vidéo à but didactique en mettant vraiment les choses importantes auxquelles penser au tournoi. Et dans les 10 conseils, évidemment, il y a les sleeves. Quand vous allez faire un tournoi, vous prenez, déjà premièrement, vous prenez des sleeves neufs si possible, ou alors des sleeves qui n'ont pas trop servi. Idéalement, par exemple, si vous jouez beaucoup avec votre deck, vous prenez un paquet de sleeves neuves et vous les gardez que pour les tournois, vous reslivez que pour les tournois, vous les enlevez dès que vous avez fini le tournoi, comme ça vous avez un paquet de sleeves neuves. Et mon conseil, c'est de prendre beaucoup de sleeves supplémentaires quand vous venez en tournoi, soit carrément un paquet de sleeves supplémentaires pour changer les sleeves de votre deck si nécessaire, parce qu'on sait jamais, mais au moins au minimum une dizaine de sleeves supplémentaires afin que si jamais il y a une sleeve qui est un peu trop marquée, qui est un peu défoncée ou qui a le moindre problème, vous pouvez les changer facilement en plein milieu de partie, ça prendra pas beaucoup de temps, vous n'aurez pas besoin d'acheter des sleeves supplémentaires, etc. Et il faut savoir qu'au niveau des règlements qui sont souvent utilisés, eh bien si vous mettez trop de temps à changer vos sleeves parce que vous allez en acheter ou qu'il y a des problèmes, etc., eh bien vous pouvez avoir des malus liés au fait d'arriver en retard à une partie parce que à cause de vous et du fait que vous n'avez pas les bonnes sleeves, eh bien vous devez prendre du temps sur la partie et donc c'est comme si vous arriviez en retard. En termes de temps perdu, c'est relativement la même chose. Donc voilà. Faites attention à vos sleeves. Vraiment gros conseil, faites attention à vos sleeves. Et regardez la vidéo. Je dis pas ça pour les vues, je crois même pas qu'elle est monétisée, je suis pas sûr. Mais juste en fait, vraiment, il y a plein de conseils trop utiles dedans, je vous le conseille très vivement. Après, dans le reste de l'ensemble, franchement, c'était ok. J'ai pas eu de gros retours négatifs sur le judging, sur la manière dont c'était fait. Donc, bah écoutez, c'est plutôt bon signe en général. Et au niveau des judges, ils étaient très contents de leur tournoi, de ce que j'ai entendu. Donc, voilà, que du bénéfique. Et on va passer maintenant, qu'on a fait un peu le retour sur le tournoi, des trucs bien, des trucs pas bien, etc. On va passer un petit peu maintenant à l'analyse de la méta, bien évidemment. Et pour ça, je vous présente les fameuses images. Ah, non, pas top 7 tout de suite. Hop, excusez-moi. Les fameuses images que je fais à chaque fois quand je fais un tournoi. Donc, répartition des decks sur le tournoi de Dolnet de 290 personnes. Sans surprise, violet-rouge, le plus joué, pas forcément le plus performant.
Mais violet rouge, le plus joué, juste après on a du gris jaune, après on a du rouge bleu, on en parlera avec les decks des tops, mais rouge bleu ça n'a pas vraiment parfait. Gris vert, vert violet, gris bleu qui sont assez représentés aussi. À partir du gris bleu on tombe vraiment dans les 5%, donc là c'est vraiment les nombres de decks qui sont très peu présents. Et donc on a gris violet et rouge jaune, imaginez seulement 14 joueurs qui jouaient ça dans les deux cas. Donc grosse descente en termes de pourcentage quand même, et derrière les decks encore moins joué avec du gris rouge, du bleu jaune, du rouge vert et du vert jaune à 3%. Je dois avouer que je suis un peu surpris du nombre de vert jaune, au minimum du vert jaune, parce que vert jaune quand même il y a des decks des fausses qui sont pas déconnants, mais pas très stables non plus, donc je comprends aussi qu'il n'y en ait pas beaucoup, mais aussi peu ça me surprend un peu. Pareil, le rouge-jaune 14, c'est un peu surprenant, mais pour le reste, je suis pas surpris. Je veux dire, violet-rouge, gris-jaune, rouge-bleu, depuis le chapitre 2, c'est à peu près équivalent. D'ailleurs, c'est très rigolo parce que quand j'ai repris mon Photoshop pour faire cette image, j'ai revu ceux de Angers et on a les mêmes decks dans le même ordre. Hein. Vraiment, les 5 premiers, même ordre. Pas les mêmes pourcentages forcément, mais vraiment très similaires, c'est assez drôle. En dehors de ça, bleu-vert, pas de représentant. Et ça, c'est un peu dommage quand même, parce que bleu-vert, c'est un duo de couleurs que j'aime bien. C'est un duo de couleurs qui était joué au chapitre 1, rappelez-vous. Certains joueurs jouaient bleu-vert pour jouer beaucoup de personnages avec 3 de l'or, et essayer d'en jouer un par tour pour battre justement les rouges-violets avec leur soyez prête, ou les gris jaunes avec leur tuant la bête. Et du coup, le bleu-vert qui essayait de jouer un personnage à 3 de l'or par tour, à partir de tour 4 ou 5, avec un tout petit peu de rampe pour essayer d'arriver vite à ça, et donc qui jouait des rennes 3-6, des Cusco, des choses comme ça, donc assez intéressant. Évidemment, j'ai pas la répartition des decks en termes d'archétypes, parce que vous le savez, il y a maintenant commence à avoir un peu des archétypes différents, mais au final, ça se résume encore une fois à des choix de cartes particuliers, genre gris-jaune, est-ce que ça joue la flûte ou pas, est-ce que ça joue la lanterne ou pas, ce genre de choses-là. Pour moi, le deck où c'est le plus intéressant d'avoir vraiment la decklist, c'est le gris-vert. Parce que là, par contre, il y a vraiment beaucoup d'archétypes potentiels. On peut jouer Meule, on peut jouer vraiment beaucoup de défausses, on peut jouer plutôt un peu Rush, on peut jouer vraiment basé sur les alters ou pas. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est vraiment pour moi le seul. Par exemple, voilà, on voit gris-violet. La gris-violet, la question c'est est-ce qu'il y a Jafar ou pas. Relativement, c'est les deux types de gris-violet qu'il va y avoir. Quoi. Donc, belle répartition, un peu classique. Je suis pas du tout surpris de la répartition. Par contre, pour les tops, là, il y a de la surprise. Et donc, on va réafficher l'image des tops. Et l'image des tops, eh bien, mine de rien, là, il y a des choses à dire. Donc, petite perf niveau violet-rouge, parce qu'il se passe de environ 25% à 31%, donc plus 6%. C'est quand même pas rien. Alors évidemment, il faut toujours regarder le pourcentage gagné, mais aussi regarder le pourcentage par rapport au truc de base. Donc passer de 25 à 6%, c'est fort, mais c'est moins fort qu'un deck qui passe de 1% à 7% par exemple. Là, c'est vraiment impressionnant. Parce qu'il faut à la fois regarder l'écart de pourcentage entre la représentation en ronde et la représentation en top, mais il faut aussi regarder de combien tu pars à combien tu arrives, pour voir vraiment si jamais c'est ultra impactant. Donc, violet-rouge, petite perf, correct, pas de souci. Gris-jaune, énorme perf. On parlait du gris-jaune qui était très instable, mais le gris-jaune, mine de rien, à la base, ils étaient environ 12% et quelques, et là, ils passent à 25%, donc là, voilà, là, on a non seulement 12% d'augmentation, mais en fait, on a même 100% d'augmentation. Et là, du coup, ça fait beaucoup. Franchement, gris-jaune, super perf sur le tournoi, du coup, ça a bien marché. Moi qui étais un peu dubitatif parce que je disais c'est trop instable, au final, pas tant que ça a plutôt bien marché. Après, attention, je connais pas les decklists par cœur, mais je crois que là-dedans, il y a pas mal de versions qui n'ont pas les flûtes, donc qui jouent moins de chansons. Et si on enlève les flûtes et quelques chansons, le deck a beaucoup moins de non ancrables et gagne clairement en stabilité. Donc à voir si jamais ces decks gris-jaune du top, ce sont des decks gris-jaune qui avaient la flûte ou pas. Les decklists arrivent incessamment sous peu. Quand cette vidéo sort, je pense qu'on n'a pas encore fait les vidéos de decklist avec Entrejeux Studio. Mais très clairement, je vous encourage à follow la chaîne Entrejeux Studio qui est dans le commentaire tout en bas. Et du coup, de la follow pour voir les vidéos sur les decklists qu'on va faire avec mon bon ami Mathieu Entrejeux Studio. Donc, il y aura des choses à dire, clairement. Je pense qu'on va faire les deux decklists de top. Et de manière générale, sinon, je pense que Maxi aura mis toutes les decklists sur Twitter, parce que clairement, c'est lui qui le fait d'habitude, donc il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas encore. Donc on va lui donner tous les liens, et on va tout mettre sur Twitter, comme ça vous aurez accès à tout. Voilà. Au niveau du gris-vert c'est plutôt ok, il part de 12% à peu près de représentation, genre de 14 ou 12%, un truc comme ça. Peut-être de 11, je sais plus. Ouais, mais bref, c'est à peu près équivalent en termes de pourcentage, donc c'est plutôt ok tiers, c'est-à-dire ça marche, clairement, ça fait autant de pourcents, donc ça marche. Gris-violet, on passe de 5 à 12%, grosse perf, énorme perf, parce qu'on gagne 7% au total, mais surtout, on fait le double, encore une fois. Donc énorme perf du gris-violet qui était seulement à 5%, mais qui arrive à 12,5% en top.
Si vous voyez un cœur sur le gris violet dans un des graphes, clairement c'est chez vous, c'est pas chez moi. C'est sûrement la souris chez vous, vous devez bouger un truc comme ça. Et enfin, vert violet, bah mauvaise perf de ouf parce que vert violet, on parle quand même d'un deck qui avait pas mal de pourcentage. Évidemment, j'ai oublié donc on va rafraîchir vite fait la répartition classique. Mais si on regarde vert violet, parce que je l'ai pas noté, c'était 10% et on passe à 6%. Donc vert violet, bah c'est pas un deck qui passe en top facilement. Mais en même temps, c'est le deck qui a gagné le tournoi parce que c'est le top 1. Le vert violet, c'est le deck de Mouche, donc il a fait top 1. Donc là, il faut quand même se dire que Mouche, c'est un excellent joueur qui a fait des tournois d'énormément de jeux de cartes et qui est vraiment très très bon. Donc, c'est peut-être l'exception où peut-être que Vert-Violet, c'est pas fort, mais qu'on a eu un excellent joueur qui l'a joué avec une excellente version et que du coup là, ça marche. Mais pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que Vert-Violet a super fait à ce tournoi, mais c'est pas les pires. Pour moi, les pires, ce sont clairement les rouges-bleus et les gris-bleus. Parce que regardons encore une fois le graphe précédent. On parle pour rouge-bleu de 12,58%. On parle pour gris-bleu de 8%. Donc ça fait à peu près au total 21% du field du tournoi. Et aucun de ces deux ne sont en top. Aucun de ces deux sont en top, donc maintenant pourquoi est-ce que ça a été contre-balancé par les gens qui ont vraiment fait des decks pour contrer les decks avec du bleu dedans? Est-ce que finalement c'était pas si stable que ça? Est-ce que finalement c'était pas si fort que ça? Je ne sais pas, mais clairement la non-présence totale de decks bleus, même moi qui dis beaucoup de mal de gris bleu que j'aime pas des masses gris bleu parce que j'aime pas des masses le jouer, mais clairement c'est pas un deck que je pense être ultra mauvais, et c'est clairement pas un deck où je m'attendais à ce que ça sous-perf autant. Pour moi, surtout rouge-bleu encore plus. Rouge-bleu, c'est vraiment très très fin dans la méta actuelle. Maintenant, attention, rouge-bleu, c'est lent. On sait qu'il y a des times quand même dans ce jeu-là en BO3. Donc, est-ce que les rouges-bleus peut-être ont pris trop d'égalité et du coup se sont fait manger par les autres joueurs? Peut-être. Ça, c'est une possibilité. Il faudrait voir. Mais franchement, gris-bleu, rouge-bleu, bah ouais, assez surprenant. Assez surprenant au final de voir ça. Donc voilà, à peu près pour la répartition des decklists et pour mon retour en général sur Olney. J'espère que ces informations vous plaisent, j'espère que tout ça vous plaît. Cette semaine, je pense pas sortir. Bon, si, non, bien sûr que si, je sortirai des vidéos. Justement, il faut que j'en parle. Mais donc, cette semaine, il y aura des vidéos et il y aura donc les différents matchs du tournoi d'Olney qui vont être faits. Le petit problème étant que justement, bah tiens, je vais faire un peu les pour et contre aussi du cast, tant qu'à faire, parce que j'avais prévu de le faire, mais j'ai oublié de le noter dans mes notes. Mais donc, justement, en gros, le PC que j'avais sur place, c'est pas un PC de malade mental. Donc il faut, enfin en gros, vu qu'il a craché une première fois, je me suis dit, ok, on va arrêter la VOD, on va arrêter de record la game, et donc je prendrai les parties sur Twitch, je les mettrai sur YouTube en les coupant et tout au bon moment. Sauf que du coup, mon PC, là, le gros PC perso, va travailler sur des vidéos très longues, il va mettre beaucoup de temps à faire ça. Et donc il va falloir que je lance ça, que je mette miniature, machin et tout à chaque fois et que je relance ces trucs. Donc ça va prendre pas mal de temps. Conclusion, par rapport à d'habitude où je sors les vidéos dans une grosse playlist d'un coup, ici pour éviter que ça vous ait toutes les vidéos à partir de samedi, je pense que je vais commencer dès aujourd'hui et donc essayer de vous mettre les différentes decklists, pas du tout, oh, je suis fatigué, les différentes vidéos au fur et à mesure de la semaine, donc ronde 1, ronde 2, ronde 3, etc., avec les interviews et sans les coupures, sans les pauses, etc. Comme ça, vous aurez vraiment une playlist super sympa, ou si vous regardez la playlist d'un coup, vous aurez tous les matchs d'un coup, et autant vous dire que vraiment, tous les matchs étaient intéressants, on a eu très peu de 2-0, et même les 2-0 qu'il y a eu étaient assez disputés dans leur match à l'intérieur. Donc franchement, je vous conseille vivement de regarder tout ça. Je sais qu'il y a une match, je sais plus si c'était rang 5, 6 ou 7, mais il y avait un match incroyable qui finit sur un 2-1 avec une tension de malade. Et évidemment la demi-finale qui était vraiment très très tendue à regarder, c'était vachement cool. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu, j'espère que vous aimez ces vidéos. Et dernier point, donc si, parce que je suis en train de faire une vidéo, mais en fait pas du tout. Au niveau du cast, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire les choses que vous avez aimées ou les choses que vous n'avez pas aimées afin qu'on puisse s'améliorer. De mon point de vue, clairement déjà, je vais trouver des solutions pour pouvoir arranger le fait qu'il n'y ait plus de crash évidemment pendant la game. On va trouver des solutions, on va trouver des moyens de locomotion pour amener le vrai PC qui lui ne crashera pas. Et autre point aussi, je sais que sur l'overlay, des fois les scores de l'or n'étaient pas tout le temps mis à jour, des fois ils étaient un peu en décalé et tout. Tout ça, c'est des choses qui vont être à réagir dans les prochains tournois parce qu'on va essayer de trouver quelqu'un pour faire de la régie. Vous inquiétez pas, j'ai un nom en tête, il y a quelqu'un à Lyon, on en a déjà parlé, on va sûrement essayer de collaborer ensemble. Donc on va voir comment on pourra mettre tout ça en place. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour les vidéos pour le reste de la semaine. Ciao tout le monde.